Carnet d'Art Podcast s'associe au blog Les Puristes à Aix-les-Bains pour vous proposer une immersion audio dans les folles aventures historiques relatées sur le blog lespuristes.fr. Une émission présentée par Karen Turc, produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier et sound designée par Lucas Desquin. Salut Karen, salut les puristes. Nous accueillons pour ce dernier épisode de la saison un troisième micro et c'est Maureen qui prendra le micro du récit cette fois-ci. Bonjour. Salut Antoine, et très très contente d'être avec vous aujourd'hui avec Maureen à nos côtés. Je lui laisse aussi la parole avant d'attaquer notre épisode. Bonjour à tous, je suis ravie d'embarquer à bord de la compagnie Caravelle aujourd'hui. Pour ce dernier épisode de la saison, pour ce dernier podcast, il va être question des Jeux Olympiques. Et comment passer à côté de cette actualité SO 2024, Antoine ? Ou plutôt SO 1924, puisque dans ce podcast, on s'intéresse à notre chère ville d'Aix-les-Bains. Oui, nous allons remonter 100 ans avant les JO de Paris. À cette époque, il est question des Olympiades des sports d'hiver organisées sous le patronage du Comité international olympique. Ce sera plus tard que seront créés les Jeux olympiques de sport d'hiver à l'image de ceux organisés à Grenoble en 1968 ou plus tard en Savoie à Albertville en 1992. Mais Karen, Aix-les-Bains, ville olympique, c'est un peu passé sous les radars, non ? Alors je préfère annoncer tout de suite la couleur. Ni Aix-les-Bains, ville thermale à la mode, ni le Revard, station très en vogue à l'époque et en plein développement, n'a accueilli ces Olympiades des sports d'hiver. En fait, ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, ce n'est pas d'un rendez-vous manqué, mais plutôt de l'histoire d'un possible. Car oui, Aix-les-Bains et sa station avaient tous les atouts pour accueillir cette compétition à l'époque. Et c'est peut-être pour cela qu'est née une rumeur, une légende urbaine, selon laquelle Aix aurait dû accueillir les JO de 1924. Allez, retour tout chousse dans les années 1920 donc, on vous suit les puristes. Plus vite, plus haut, plus fort. Telle est la devise des Jeux Olympiques modernes qui résonne pour la première fois aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Ce retour des JO à Paris devait être une nouvelle chance pour la France, après les Olympiades de 1900, qui n'avaient pas rencontré le succès escompté, en raison d'une organisation hasardeuse. Remporter les JO de 1924, une belle revanche. Au lendemain de la Grande Guerre, la France rêve de grandeur et la perspective des 8e Jeux Olympiques accueillis à Paris à horizon 1924 crée un émoi certain. N'est-ce pas à la France et son valeureux baron de Coubertin que l'on doit la résurrection des Jeux helléniques ? Pendant que le tout Paris a la fièvre des Jeux déjà organisés en 1900, Aix-les-Bains, elle, bouillonne de projets toujours plus extravagants. La belle époque est finie. Place aux années folles. Aix-les-Bains s'affaire. Il faut chouchouter les mondains et pour cela, les médecins innovent. Place au climatisme. En ville, on a beau agrandir les thermes, le thermalisme ne suffit plus. On continue d'aménager les pourtours de la ville, avec un hippodrome, le tir aux pigeons. Présence britannique oblige. Et puis, qu'on se le dise, Aix-les-Bains dispose d'un atout majeur, à savoir la proximité du Revard, haut lieu des sports d'hiver. Au début des années 1920, le Revard est la station de sport d'hiver des Alpes françaises par excellence. Car ici, au sommet de cette montagne qui culmine au-dessus d'Aix à 1500 mètres, on n'a pas attendu l'invention des remontées mécaniques pour développer les sports d'hiver. Cela fait plus de 30 ans que ce vaste plateau du massif des Bauges est promis à cette ambition, devenir l'un des hauts lieux des sports d'hiver à l'échelle des Alpes tout entières. Il suffit de revenir à 1890, au jour de l'inauguration du chalet refuge du Revard, au cours de laquelle Victor Barbier, président du club alpin français, à la tête de la Société d'aménagement du Revard, aurait déclamé ces vers. Revard, l'unique objet de mon acharnement. Revard, que mon chalet pose si fortement. Revard, que l'on gravit et que mon cœur adore. Revard, du club alpin qu'avec moi on honore. Puissent tous les journaux ensemble conjurer, seconder mes desseins encore mal assurés, et si ce n'est assez braver l'Italie, que la Suisse avec elle à l'Autriche s'allie, que 100 peuples unis des bouts de l'univers passent pour l'explorer, et les monts et les mers. Pour tous ces saisonniers, construisons des murailles, et de nos propres mains régalons leurs entrailles. Que l'horizon du ciel, allumé par mes vœux, les inonde en un soir d'un déluge de feu. Puissais-je de mon bras, pour eux lancer la foudre, avant que Colombert puisse allumer sa poudre,
voir la cure d'air suisse à son dernier soupir et le chemin de fer du Grand Revard grandir. Ce dernier vers évoque le chantier d'envergure entrepris pour raccorder le Revard à la cité thermale grâce à une voie ferrée de 9 km aménagée à fleur de falaise. 2 ans plus tard, en 1892, cette voie ferrée, communément appelée la crémaillère, assure les liaisons entre Aix et le Revard. Grâce à la crémaillère, la station se développe au beau jour d'abord, au gré de projets hôteliers audacieux et des programmes médicaux basés sur les vertus du climatisme. Très vite, il est question de faire vivre la station d'hiver avec des compétitions sportives inédites. Le Revard se distingue en se dotant d'équipements encore rarissimes dans le paysage alpin, tels que le tremplin, mais aussi une patinoire de 4000 m² voit le jour, éclairée grâce à l'électricité. On y organise des tournois internationaux de curling, matchs de hockey, saut à ski sur le grand tremplin, danse rythmée sur la patinoire avec la nuit des projections lumineuses. Ainsi, dès 1909, des épreuves de ski de fond, de saut à ski, de bobsleigh sont organisées. Le Revard a été la première station à présenter une descente au flambeau agrémentée d'un programme pyrotechnique avant-guerre en 1913. Oui, le Revard est avant-gardiste. On y vient de toutes parts pour s'essayer à ces nouveaux sports. En témoignent ces écrits d'Albert Dauzat, auteur et journaliste au Monde, dans son ouvrage « Un mois dans les Alpes ». Le Revard est un lieu idéal pour les sports d'hiver. Quel plaisir de glisser à francs jarrets, au beau soleil, le visage fouetté par l'air sain et vif entre les sapins encapuchonnés de lourdes chapes de neige, avec la botte de 7 lieues qu'est le ski norvégien, dévalant les pentes, remontant les vallons. Nous y voici, juin 1921. Le Comité international olympique réuni à Lausanne retient la candidature de Paris pour les Jeux de 1924. Et à ce même moment naît le projet des Jeux olympiques des sports d'hiver. En dehors des pays septentrionaux, certaines nations de l'Europe centrale et occidentale sont désormais elles-mêmes en position d'organiser une compétition de sport de neige aussi bien que de glace, lesquelles, par leur rude et splendide manifestation de l'activité physique moderne, sont dignes de prendre place au programme des Jeux olympiques. 1 an plus tard, en juin 1922, le Congrès des fédérations et commissions internationales des sports d'hiver retiennent 9 disciplines au programme des compétitions que sont le bobsleigh, combiné nordique, curling, hockey sur glace, patinage artistique, patinage de vitesse, patrouille militaire, l'ancêtre du biathlon, saut à ski et ski de fond. Des compétitions ouvertes uniquement à ces messieurs, tout comme les Olympiades modernes en somme. Des compétitions que le Mont-Revard aurait tout lieu d'accueillir, la station en a l'habitude. En 1924, les Jeux olympiques de sport d'hiver ont bien lieu, mais à Chamonix. 100 ans plus tard, on a oublié que les athlètes français et leurs homologues des Alpes n'ont pas brillé face aux Scandinaves, bien plus affûtés. Les militaires français ont certes sauvé les apparences, mais les concours de patrouille ont été mis hors compétition. Pacifisme oblige. Ces premiers Jeux opèrent un choc des cultures et font prendre conscience de la haute technicité des sports d'hiver. Et fin de 1924, sous l'impulsion du club alpin français, sera créée la Fédération française de ski pour structurer la compétition. 100 ans plus tard, Aix ne s'en est pas complètement remise. Le Mont-Revard était si bien aménagé. Et la reine des stations s'était déjà illustrée en accueillant tant d'événements mondains et sportifs. Mais encore fallait-il qu'une candidature en bonne et due forme soit présentée par le Mont-Revard. Sport d'hiver et olympisme n'étaient pas encore entrés dans la culture sportive des Français. Merci Maureen pour ce récit, merci Karen pour ces recherches et pour cet article qu'on peut retrouver sur lespuristes.fr à travers l'âge d'or du Mont-Revard. Alors je dois dire qu'il laisse un peu perplexe. On pourrait se réconforter en se disant que les JO de 1924 n'en étaient pas vraiment. Et en même temps, on a l'impression d'être passé à côté d'une occasion historique d'accueillir les premiers Jeux olympiques d'hiver. Surtout qu'actuellement, accueillir une telle compétition sur le plateau du Revard serait complètement hors de portée. C'est sûr Antoine, le Mont-Revard aurait eu ses chances, on l'a compris. D'abord sur le plan technique, parce qu'à l'époque, le ski alpin, au sens du ski de descente, n'est pas ou peu pratiqué. Il faut attendre les remontées mécaniques pour que le ski alpin fasse son apparition comme un sport de compétition. Il est consacré plus tard, en 1936, aux Jeux olympiques de Garmisch en Autriche. L'histoire a fait son œuvre, et maintenant, ce virage est opéré. La station du Revard n'a plus du tout de quoi rivaliser.
Oui, mais Karen, encore fallait-il que Aix-les-Bains ait une ambition d'accueillir ces Jeux Olympiques. Et c'est tout le sujet. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à vous partager l'histoire de ce rendez-vous manqué. C'est précisément une discussion avec un passionné de l'histoire de la crémaillère, cette voie ferrée qui raccordait la ville d'Aix-les-Bains au Revard, y compris en période hivernale. Encore aujourd'hui, on entend dire ça et là que le Revard aurait dû avoir les premiers Jeux. J'ai même lu sur des sites de passionnés que le conseil municipal d'Aix-les-Bains s'était prononcé contre cette candidature. Aïe, Karen, on veut des noms là. Alors, j'avais bon espoir de retrouver un compte-rendu du conseil municipal. D'après mes recherches aux archives, impossible de retrouver une trace de cette décision. D'ailleurs, je remercie Joël Lagrange, directeur des archives municipales, qui m'a éclairé dans ses recherches. Il m'a confirmé que le conseil municipal d'Aix-les-Bains ne se serait jamais prononcé à ce sujet. Et pour cause, Aix a beau être la ville aval du Mont-Revard et une ville emblématique, elle ne faisait pas partie des communes sur laquelle s'étendait le Revard en tant que domaine aménagé par une société d'aménagement à l'époque par le club alpin français et exploité par la suite par la compagnie PLM. PLM, donc Paris, Lyon, Marseille. Et Chamonix accueille donc les premiers Jeux Olympiques d'hiver début 1924. Oui, il nous faut tout de même apporter une nuance sur le thème de Jeux Olympiques. Rétrospectivement, on parle des Jeux de Chamonix comme les premiers Jeux de sport d'hiver. Mais si on se place en 1924, à l'époque, Chamonix a en fait accueilli la grande semaine des sports d'hiver. Certes, parrainée par le Comité international olympique. Et pourquoi ne pas avoir tout de suite appelé les Jeux Olympiques Jeux Olympiques d'hiver alors ? Sans doute pour ménager des susceptibilités, celles de nos amis scandinaves. Historiquement, ce sont eux qui ont impulsé des disciplines de sport d'hiver et les pays scandinaves n'ont pas attendu le CIO pour organiser une compétition internationale. Eux avaient déjà leurs jeux nordiques. En 1921, volte-face, puisqu'à l'époque, le baron de Coubertin, quand il a créé les Jeux Olympiques, restauré les Jeux modernes, il n'avait pas l'intention d'ajouter les sports d'hiver. Et en 1921, donc, il fait le pari de créer des Jeux de sport d'hiver à part entière qui lui tenaient à cœur à lui et d'autres complices, et il restait à les organiser dans les Alpes françaises de préférence. Une manière pour le baron de Coubertin de partir en beauté, puisqu'il quitte la présidence du CIO en 1924, et avec cette année-là, 2 compétitions la même année en France. C'est le coup de maître du CIO, effectivement, d'adouber des compétitions existantes dans les Alpes et de faire participer les Scandinaves. Car depuis 1907, les stations alpines avaient déjà leur grande semaine des sports d'hiver, je l'ai dit, et quand on épluche la presse de l'époque, on s'aperçoit que le Revard ressort régulièrement comme un des leaders de l'organisation de ces sports et de ces grands événements. Est-ce que ce seraient ces grandes semaines des sports d'hiver qui auraient alors créé une confusion dans les mémoires locales si Aix les avait déjà organisées et que les premiers JO ne s'appelaient pas encore Jeux Olympiques? Pas évident de s'y retrouver avec tout ça. Peut-être. Il y a plein de raisons qui expliquent cette confusion. Déjà, des JO qui ne disent pas vraiment leur nom, et aussi parce qu'à la suite des JO de Chamonix, Aix-les-Bains et le Mont-Revard accueillaient Pierre de Coubertin dans le cadre d'une visite post-olympique organisée par le club alpin français, afin de valoriser tout le potentiel des stations françaises et de livrer une concurrence aux stations suisses. La dévaluation du franc chez nous a permis également d'attirer toujours plus d'étrangers. Alors, tout cela pour dire qu'Aix-les-Bains aurait vraiment pu les recevoir, ces premiers Jeux Olympiques d'hiver, on est d'accord? Qu'à cela ne tienne, Antoine, qui sait, Aix et le Revard auront leur part lors de prochains JO. Qui sait, on reviendra peut-être dans un prochain épisode, dans une prochaine saison sur cette affaire. Celui-ci était donc le dernier épisode de notre saison. Merci les puristes pour cette collaboration qui nous a plongé de la belle époque aux années folles sous le prisme de l'histoire peu banale de notre chère ville d'Aix-les-Bains. C'était le dernier épisode de notre podcast avec les puristes, en collaboration avec le site lespuristes.fr. Merci Karen, merci Maureen pour ce récit aujourd'hui. Merci à Thomas Allard, Romane Rosset, Lucas Desquin pour les montages et sound design. Merci à notre réalisateur Jérémy Buatier. Merci encore Karen, merci à l'équipe des puristes. Merci à vous, la communauté, la belle communauté qui nous suivait cette année, cette saison. Continuez à partager, à nous soutenir, à parler de nous. On se retrouve, on espère, pour une saison 2. Karen, on signe? Allez, go. Deal. Les Puristes, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle et le site lespuristes.fr. Un programme écrit par Karen Turc, produit par Antoine Guillot, réalisé par Jérémy Buatier et sound designé par Lucas Desquin. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, sur carnetdart.com et sur lacompagniecaravelle.fr.
Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Hello Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez. S'il vous plaît, cliquez. On vous remerciera. Allez, gros bisous.